Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est une émission pleine de senteurs que nous propose Franck Ferrand cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Si je prononce le nom de Guerlain, vous songez immédiatement à quelques-uns des parfums les plus raffinés du monde. Eh bien en effet, je vous propose pour terminer cette semaine un bouquet de fragrances rares et de délicats effluves. L'auteur du roman des Guerlain, Elisabeth de Feydeau, est avec nous. Et pour mieux nous plonger au cœur de cette saga, je vous propose d'évoquer la vie de ce parfumeur de génie que fut Jacques Guerlain. Europe 1, 14h, 15h, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. En 1817, à Abbeville, en Picardie, le jeune Pierre Guerlain, Pierre-François Pascal Guerlain, il a 19 ans, il annonce à ses parents qu'il a l'intention de s'émanciper, bien qu'il ne soit pas majeur, à l'époque c'est 21 ans bien entendu. Il veut réaliser son rêve, devenir parfumeur à Paris. Vous imaginez la déception de son père, qui aurait bien aimé le voir reprendre l'épicerie familiale. Eh bien, c'est probablement cette épicerie dans laquelle il a grandi au milieu des odeurs de muscade, de cannelle, de vanille, de clous de girofle. C'est cette épicerie qui sans doute a éveillé le sens olfactif si particulièrement développé du jeune Pierre-François Pascal. 11 ans plus tard, en 1828, le voici 42 rue de Rivoli, ouvrant sa première boutique, la première boutique Guerlain à Paris. Sur le fronton de la fabrique, il a fait inscrire « Faites de bons produits, ne cédez jamais sur la qualité. Pour le reste, ayez des idées simples et appliquez-les scrupuleusement ». On pourrait presque prendre ça pour une devise générique de la bourgeoisie française. À sa mort, ce sont ses fils, Gabriel et Aimé, qui vont prendre la relève. Et puis arrive le tour de Jacques. « Tout mon génie est dans mes narines ». La phrase de Nietzsche aurait pu être attribuée à Jacques Guerlain. Jacques Guerlain, né en 1874 et qui très tôt a manifesté des dons dont je suis bien obligé de vous dire qu'ils sont exceptionnels. Son père, Gabriel, son oncle Aimé, lui ont transmis tous les savoirs qu'eux-mêmes tiennent de leur propre père, dont je vous parlais tout à l'heure, Pierre-François. Est-ce qu'il se doute que le petit Jacques va devenir le parfumeur le plus créatif, le plus prolifique du XXe siècle ? Sûrement pas. En vérité, cet homme-là va révolutionner la maison en utilisant des dons uniques au service de fragrances comme on n'en a encore jamais senti. Des odeurs, des parfums si exceptionnels qu'ils vont devenir très célèbres, ils feront fantasmer les femmes du monde entier. Alors, évidemment, le père et l'oncle se sont sans doute rendus compte des talents, des aptitudes que possédait ce jeune garçon, qui a une sensibilité hors du commun. À 16 ans, il crée son premier parfum, Ambre, on est donc là en 1890, et cette année, les notes chaudes et suaves d'Ambre vont devenir une des marques de fabrique de la maison. Jacques a parfaitement intégré le conseil transmis de génération en génération. Faites de bons produits, ne cédez jamais sur la qualité, ça, il va respecter bien entendu. Et pour le reste, ayez des idées simples et appliquez-les scrupuleusement. Encore faut-il les avoir, les idées, bien entendu. Bientôt, il est prêt à reprendre l'entreprise familiale. Le jeune homme a un frère, Pierre. Alors lui, vous l'aurez compris, Jacques est très inventif, c'est un artiste. Pierre, c'est plus le gestionnaire, si vous voulez, l'homme qui a les pieds sur terre. C'est donc tout naturellement que Jacques se voit confier le secteur déterminant de la parfumerie familiale, la création. La création au sens fort. Alors pour être à la hauteur de la tâche, Jacques se forme en chimie organique à la Sorbonne. Il faut quand même appuyer les intuitions sur un certain nombre de savoirs, évidemment. Et en 1894, c'est facile, il est né en 74, donc il a 20 ans, il est officiellement employé par l'entreprise. Il en a 21 lorsqu'il crée sa première véritable œuvre olfactive, si je puis dire, le jardin de mon curé. 24 ans lorsqu'il intègre pour la première fois dans un de ses parfums des références à l'Orient. Ça va faire bientôt sa signature et celle de la maison Guerlain. Le parfum en question s'appelle Cao Cao.
Alors nous sommes à la belle époque, vous l'aurez compris, une période tellement raffinée, tellement tournée vers tous les plaisirs possibles. La modernité aussi est en train d'envahir la ville, c'est l'époque où on invente tout, l'avion, enfin à l'époque l'aéroplane, le cinématographe, etc. L'art nouveau est en train de faire éclater les anciennes structures et les formes auxquelles on était habitué. L'esthétique de 1900 permet aussi, c'est important de le souligner, permettent aux femmes de se libérer des trop lourdes coiffures, des corsets trop serrés. La féminité est désormais ailleurs dans des lignes plus fluides, plus naturelles. Voilà désormais l'ère des femmes joyeuses, pimpantes, aériennes, telles que les représente le peintre et dessinateur tchèque Alphonse Mucha, nous dit Elisabeth de Fédot. Alors, quelles alliances d'odeurs pourraient magnifier, pourraient sublimer, exalter cette féminité nouvelle ? La femme 1900 attend toujours son parfum, si vous me voyez venir. Alors bien sûr, Jacques Guerlain se pose cette question depuis le fond de son laboratoire, au milieu de ses fioles, de ses Erlenmeyer, de ses pipettes, de ses tubes à essais. Des essais, il en fait par centaines. Il est un chimiste de l'odorat, si vous voulez. Il a tendance à pousser un peu les mélanges. Il mélange les composants, il tâtonne, il recommence sans cesse, il remet le métier sur l'ouvrage jusqu'à trouver la combinaison parfaite, combinaison olfactive évidemment, alliance d'odeurs idéale pour qu'opère la magie, pour que la création transporte l'être à travers ce sens tellement profond, tellement fondamental. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Elisabeth de Fédot, bien sûr, ce sens olfactif qui est au cœur du cerveau, bien sûr. Jacques Guerlain met parfois plusieurs mois, plusieurs années pour aller au bout, pour aller à l'aboutissement de sa trouvaille. Il œuvre sur plusieurs créations à la fois, il passe de l'une à l'autre, il imbibe ses petites languettes de papier, vous savez, les mouillettes de liquide créées au fur et à mesure de ses travaux, de ses transformations. Il les glisse dans sa poche et puis au cours de la journée, il ressort les mouillettes, il les porte à son nez. Quels sont les parfums qui persistent? Quels sont ceux qui résistent d'une certaine manière au temps? Et puis il y a ceux qui disparaissent, il y a les odeurs qui se marient bien et celles qui au contraire ne se marient pas du tout. Et puis quelle touche est-ce qu'il manque? Il se pose ces questions-là, il hésite parfois. Et quand il est trop bloqué, il ressort le fameux livre de formules, cette grande Bible sur laquelle ont travaillé ses ancêtres, Aimé Gabriel, Pierre-François Pascal, et tous ont noté bien sûr leurs observations. Outre ce livre des formules, Jacques trouve son inspiration dans la littérature, et notamment celle de Proust. Un peu comme la Madeleine, ses créations olfactives doivent permettre de rendre sensible un souvenir, de rendre présent un monde qu'il faut littéralement exhumer d'un coup du passé, exactement comme nous a appris à le faire Marcel Proust et comme il l'exprime tellement bien dans Le Temps retrouvé. Je cite Elisabeth de Fédot. « Comment Jacques n'aurait-il pas vibré au plus intime de son être en lisant ces lignes de Marcel Proust ?» Et cette fois nous citons Proust. « Quand d'un passé ancien rien ne subsiste après la mort des êtres, après la destruction des choses seules, plus frêles, mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. » Un extrait du ballet pour enfants de Claude Debussy sur Europe 1, La boîte à joujoux. Restez avec nous. Franck Ferrand vous raconte cet après-midi l'incroyable saga Guerlain et la suite. C'est dans un instant sur Europe 1. Europe 1, Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors cet après-midi, Franck, grâce à vous, nous sommes au cœur de la vie du parfumeur de génie Jacques Guerlain.
Alors ce n'est ni un roc, ni un pic, ni une péninsule, c'est un nez hors norme. J'étais obligée aujourd'hui, vous me l'accordez. Pour tout vous dire, Mathilde Hirsch, qui a préparé le récit d'aujourd'hui, l'avait constellé littéralement de jeux de mots de ce genre, mais je vous les épargne. Bon, alors moi, je ne vous l'épargne pas, celui-là, je vais jusqu'au bout. Alors effectivement, c'est un nez magistral. Ces créations olfactives sont uniques, elles ont traversé le temps. Je me demandais quand même, est-ce que Jacques Guerlain avait des muses ? Ah mais bien sûr. Vous savez, c'est le moteur d'un parfumeur, bien entendu. C'est un homme solitaire et qui travaille dans le secret de ses laboratoires, vous l'aurez compris, mais qui s'inspire et qui est attentif aux femmes, à leurs habitudes, à leurs nouvelles attitudes, à leur façon de bouger, si vous voulez. Et on le verra d'ailleurs composer des parfums pour certaines femmes, la comédienne Réjeanne ou plus tard Joséphine Baker. En 1900, à l'occasion de l'exposition universelle, il présente sa nouvelle création qui s'appelle « Voilà pourquoi j'aimais Rosine ». C'est pas joli ça comme nom ? C'est magnifique. Alors, épices, accent de bois fumé, patchouli, c'est un parfum qui est présenté dans un flacon personnalisé à la main avec une minutie extrême en fonction du choix de la cliente au moment de l'emballage. On est dans un raffinement sublime. Alors, qui est cette fameuse Rosine ? C'est pas très mystérieux. C'est Sarah Bernard, figurez-vous, l'immense comédienne qui est une amie de la famille et qui est en quelque sorte la muse de Jacques. Mais sa véritable muse, la muse éternelle, si je puis dire, c'est Lily, de son vrai nom André Bouffet, une femme dont il est tombé éperdument amoureux et qu'il va épouser en 1905. L'année suivante va naître leur premier enfant, Jean-Jacques. Et c'est pour Lily que Jacques Guerlain compose ses fragrances les plus audacieuses. D'ailleurs, beaucoup plus tard, il dira à son petit-fils « Oh, on crée toujours des parfums pour la femme avec qui l'on vit et que l'on aime ». Jacques trouve aussi son inspiration dans certaines atmosphères et dans certains paysages. Il aime notamment se promener au grand air ou dans Paris. Il observe, il flaire et il tente de saisir les instants, de les retranscrire dans un parfum comme un peintre retranscrirait une lumière sur son tableau. Jacques Guerlain travaillait comme un peintre portraitiste à son chevalet et lorsque la création était achevée, il choisissait un flacon comme un peintre un cadre et il mettait le nouveau parfum en vente dans sa boutique sans plus attendre, dira son futur petit-fils Jean-Paul. Un soir de 1911, alors que Jacques est en train de se promener sur les berges de la Seine avec son fils, Jean-Jacques, dans la douce lumière et dans l'odeur envoûtante d'un soir d'été, soudain, le sentiment de ne faire qu'un seul avec le monde, le sentiment d'une harmonie parfaite l'envahit. Vous savez, on connaît de temps en temps, c'est malheureusement rare, mais ces moments, ces instants d'une sorte de perfection où vous ne faites plus qu'un avec l'univers. Dans une lumière du bleu le plus profond, tout, le bruissement des feuilles, le clapotis de la Seine, semble exprimer un amour, une caresse, une amitié, une infinie tendresse, dira-t-il. L'homme est soudain en harmonie avec le monde et les choses, le temps d'une seconde, le temps d'un parfum. Je ressentais quelque chose de si intense que je pus seulement l'exprimer par un parfum. Et ce parfum, tout naturellement, il va s'intituler « L'heure bleue ». Musc, œillet, anis, vanille, iris, bergamote, rose de Bulgarie, ce sont les ingrédients d'une certaine manière, mais ça ne résume pas, loin de là, la subtile délicatesse, l'intense velouté, l'envoûtement sensuel de ce parfum qui est une merveille et qui exprime vraiment l'âme de Jacques. Il va le dédier à qui d'après vous ? Évidemment à sa femme Lily. Elle le portera toute sa vie, l'heure bleue. Mais l'heure bleue, dira Jacques, c'est aussi l'heure incertaine, l'heure où se profile à l'horizon, alors que tout est encore parfaitement calme, un désastre prévisible. On a dit parfois que Jacques avait pressenti l'arrivée de la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'il s'attendait réellement à ce cauchemar ? Toujours est-il qu'en 1914, à 41 ans, il est mobilisé et il va laisser derrière lui ses 3 enfants pour s'en aller au front. Dans les tranchées, il a presque constamment avec lui des mouchoirs imbibés de son parfum, l'heure bleue. Et on en fait distribuer aux poilus de ce parfum, figurez-vous. Et on les voit qui se promènent avec ce mouchoir et avec ce parfum. L'heure bleue va devenir le symbole de ces femmes qui sont là-bas, loin, qui sont restées à l'arrière, qui envoient aux soldats des lettres et des paquets pour soutenir leur morale. Élisabeth de Feydeau s'interroge sur la manière dont Jacques, le poète si délicat, le parfumeur, fait face, je cite, à cette atmosphère de mort, l'odeur des cadavres dévorés par les rats, des corps en putréfaction.
la puanteur de l'urine et des excréments, tous les relents fétides de ce manque abominable d'hygiène. Jacques doit subir tout ça. Il est blessé à la tête, sur le front, il va même perdre l'usage d'un œil. Et lorsqu'il rentre à Paris, il a un œil de verre. Alors il se réfugie, je crois que le mot n'est pas trop fort, dans ce laboratoire qui est en quelque sorte son creuset, qui est son nid. Il se replonge plus intensément que jamais dans son travail. Il ne peut plus d'ailleurs aller à la chasse, il ne peut plus pratiquer l'équitation, et à la sortie de la guerre, dans cette atmosphère si particulière et tellement fabuleuse des années folles, eh bien, lui, comme beaucoup d'anciens combattants, bien entendu, reste en quelque sorte un peu légèrement de côté. C'est une atmosphère pourtant virevoltante, frénétique, qui va lui donner de nouveau l'occasion d'exprimer son génie créatif. En 1919, il lance Mitsuko, résultat de plusieurs centaines d'essais à base de mousse de chêne et de molécules à l'odeur de pêche. L'ambiance des années folles, c'est aussi la concurrence entre les parfumeurs. Ça y est, maintenant Coco Chanel a lancé son numéro 5, les parfums de l'industriel milliardaire François Coty, Chypre, Or, Origan, tout ça est en train d'envahir le marché, bien sûr. Et d'ailleurs, on est à l'époque où les parfumeurs cherchent à imiter les fragrances de Coty. Le critique Lucas Turin écrit: Jacques Guerlain a toujours su réinterpréter la mode et faire beaucoup mieux. Jacques Guerlain suivit chacune des inventions de François Coty et d'autres, mais en y ajoutant son propre génie. Et pour lui, il y a chez Guerlain une véritable originalité, ce qu'il appelle la guerlinade. Un Guerlain ne démarre pas avec une feuille de papier vierge, mais avec un filigrane de tout ce qu'ils ont jamais créé. Puis, ils s'entendent de façon à enlever de la vieille couche et à ajouter de nouvelles couches, alors que le goût évolue avant de concentrer le tout. Certaines matières sont omniprésentes dans le travail de Jacques Guerlain. Les agrumes, la bergamote, le citron, la mandarine, certaines fleurs très fortes, des absolus floraux de jasmin, de rose, et puis la violette, et puis l'épice, et puis des odeurs de cardamome, de cannelle, de clous de girofle. Europe 1, au cœur de l'histoire. Revient dans un instant. Europe 1, Au cœur de l'histoire. Et nous sommes au cœur de l'histoire de Jacques Guerlain cet après-midi sur Europe 1. Depuis qu'il est revenu de la guerre, Jacques Guerlain travaille et il est à la recherche de ce grand parfum après l'heure bleue, bien sûr. Et oui, et c'est en 1925 qu'il va faire la trouvaille qui révolutionne littéralement la maison. Ça fait 4 ans qu'il y travaille pour ce parfum qui marque un tournant, évidemment. Il s'est inspiré des jardins mythiques à l'architecture somptueuse, plein de fleurs, de fruits, d'oiseaux, d'essences rares, de parfums enivrants. Des jardins qui se trouvent dans l'actuel Pakistan, qui renvoient à l'âge d'or de l'empire moghol et surtout à l'histoire d'amour passionné entre un empereur moghol et son épouse favorite, les jardins de Shalimar. Lorsque Jacques présente sa nouvelle création, qui donc s'appelle Shalimar, évidemment, à l'exposition internationale des arts décoratifs en 1925, cette expo qui va donner naissance au style art déco, c'est un véritable triomphe. Le parfum remporte le premier prix, ça devient le best-seller de la maison. La renommée est très vite internationale, mais ça c'est un signe des temps aussi. Aux États-Unis notamment, les mots Shalimar, Guerlain, prononcés avec l'accent bien entendu, deviennent synonymes de raffinement effréné, de France luxueuse, mais aussi d'influence orientale. L'ironie de la chose, c'est que Jacques Guerlain n'a jamais mis les pieds en Orient. Mais c'est peut-être ce qui lui a permis de fantasmer l'Orient aussi, de n'y aller jamais. Le comble quand même pour quelqu'un qui parvient à nous transporter au bout du monde avec le contenu d'un flacon, qui du reste n'est pas n'importe lequel. Dès le départ, je vous ai dit que dans cette maison, on avait fait du flacon une véritable marque de fabrique. Dès 1853, un magnifique flacon butiné par 69 abeilles dorées à leur fin avait symbolisé le retour à l'Empire, n'est-ce pas ? Et c'était un hommage à la nouvelle impératrice Eugénie. Eh bien, 78 ans plus tard, Guerlain fait confectionner pour Shalimar un flacon en forme de coupe de fruits, qu'on va bientôt appeler la chauve-souris. Le parfum doit autant à son contenu qu'à son contenant, je crois. Quand on parle de Shalimar, en tout cas,
j'allais dire chez toutes ces dames, on vous parle de Chalimard, vous avez autant une odeur particulière que la forme de ce flacon, bien entendu. On dit souvent qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Chez Guerlain, c'est un peu l'inverse, si je puis dire. Cet âge d'or pour la maison va prendre fin brutalement. D'abord, du fait de la crise économique, on ne dira jamais assez à quel point cette crise de 29 qui n'arrive qu'au début des années 30 en France va profondément bouleverser toute l'industrie du luxe. Ça, c'est une certitude. Et puis, il y a la Seconde Guerre mondiale. Et puis surtout, disons-le, pour les Guerlain, c'est l'année où l'on voit s'éteindre le dernier fils du fondateur de la maison, Gabriel Guerlain. L'année 1933, c'est aussi celle où Jacques va créer Vol de nuit en hommage à son ami Antoine de Saint-Exupéry. Le 2 septembre 1939, les enfants de Jacques sont envoyés sur le front. Pierre le plus jeune va mourir dans l'offensive de l'été 1940. Il avait 22 ans seulement, vous imaginez le bouleversement pour Jacques bien sûr et pour toute la maison, à tel point que pendant 2 ans, notre nez va s'arrêter de travailler, il est dans une sorte de dépression. Et puis en 1942, les autorités allemandes lui demandent d'inventer un parfum à la gloire de l'armée allemande. Alors, ça paraît bizarre, mais il n'y a pas tellement le choix, si vous voulez que la maison reste en vie en tout cas. Jacques Guerlain va créer Chris dans un flacon austère à l'image de la guerre. On parlera de collaboration évidemment dès la fin de la guerre, même sans attendre la fin, et ça ne fera qu'accentuer cette dépression dans laquelle il s'est déjà enfermé. Une personne néanmoins va redonner à Jacques Guerlain le goût de créer, c'est son petit-fils Jean-Paul dont je vous parlais tout à l'heure. Jusque-là, Jacques n'avait pas pensé à lui pour prendre la relève. Or, dans son adolescence, Jean-Paul va développer des problèmes de vue, la cécité même le menace, et à mesure que cette vue se détériore, eh bien, le jeune Jean-Paul va développer d'autres sens, et notamment, bien entendu, l'olfaction. Pour occuper son petit-fils malade, Jacques le prend à ses côtés dans l'atelier, il devient son bras droit d'une certaine manière. Un jour, René Bacharach, qui est alors un jeune parfumeur, visite l'usine Guerlain. Il demande au jeune Jean-Paul de solliciter l'avis de son oncle pour un des meilleurs parfums qu'il ait fait. Alors, je cite René Bacharach. Jean-Pierre Guerlain revint quelques instants plus tard en disant « Je ne sais pas si je dois répéter les mots de mon oncle, je vous avais prévenu, il est sévère. » Alors l'autre insiste, bien entendu, je l'ai supplié de me révéler cette opinion qui m'intéressait grandement. Jean-Pierre Guerlain me dit « Mon oncle a dit, il n'a pas d'odeur. » Très vite, Jacques s'aperçoit que son petit-fils a lui un odorat absolument surdéveloppé. Et si Jean-Paul était le successeur? Pour tester son talent, son grand-père lui lance un défi, reconstituer une jonquille. Jean-Paul s'attelle avec passion à cette tâche. Alors il mélange de la violette, du jasmin, du narcisse, et puis il tend sa réalisation à son grand-père, qui est bouche bée. Et bien là voilà, la jonquille, elle est là. Jacques Guerlain a trouvé son successeur. Bonjour Elisabeth de Fédot, merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Nous allons revenir sur la vie de Jacques et sur celle de ses ascendants, ses descendants. Bref, c'est toute une maison qui est aujourd'hui au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire de la saga Guerlain cet après-midi sur Europe 1 avec votre invité. Franck, vous recevez Elisabeth de Fédot. Elle est historienne, spécialiste des parfums et elle vient de publier le roman des Guerlain, Parfumeurs de Paris, aux éditions Flammarion. Cet ouvrage, Elisabeth de Fédot nous raconte comment Jean-Paul, en train d'élaborer son premier grand parfum, le fait humer à son grand-père. Jacques aura alors un sourire, nous dit-elle, puis ses traits se détendront définitivement, apaisés par une dernière essence avant d'aller respirer le parfum de l'absolu pour l'éternité. Il s'est dilué en quelque sorte dans ses effluves, ce Jacques Guerlain, qu'on a beaucoup contesté, il faut dire les choses. Elisabeth de Fédot, au moment de la Libération, etc., on a dit « mais c'est l'homme qui a travaillé pour les Allemands ». Oui, mais comme beaucoup, à l'époque, vous ne pouvez pas oublier que Jeanne Toussaint avait été aussi arrêtée par les fifis. Évidemment, Gabriel Chanel, avec un petit peu plus de raison pour le coup. Ah oui, alors là, beaucoup plus même, je crois qu'on peut le dire. Voilà, et il ne faut pas oublier qu'il y avait ce qu'on appelait les lois de l'occupant, donc qui avaient promulgué un certain nombre d'obligations, et dont l'entretien de l'armée allemande. Voilà, donc de même, les usines bourgeois, par exemple, fabriquaient des savons pour l'armée allemande, alors qu'une partie du personnel était déportée. Alors, Jacques Guerlain, nous l'aurons bien compris, est un paradoxe vivant. Ouais. Il est l'homme qui fait entrer brutalement l'Orient dans le monde du parfum parisien,
Et finalement, il n'y a jamais mis les pieds lui-même. Non, mais il se les fait raconter. C'est ça. Parce qu'en fait, à l'époque, qui voyageait, c'était en fait les parfumeurs qui travaillaient pour les maisons de Qui composition. allait chercher les. Et bien qui allaient sûr. chercher les sourceurs, comme on disait. Donc, il y avait chez Fabrique de l'Air, qui est devenu par la suite Firmenich, allait comme ça, partout au Tonkin, etc., rechercher du musc. Et évidemment, racontait plein d'anecdotes. Et Jacques, qui aimait beaucoup la littérature, les romans policiers particulièrement, l'opéra, se gargarisait en fait d'entendre toutes ces histoires qu'on lui racontait. Cet homme a travaillé pour les femmes et pour la femme qu'il a Oui. magnifiée toute sa vie et il est resté fidèle à la sienne par ailleurs. Oui, à la belle Lily, grande cavalière, qui était donc sa muse. Ouais, et qui apportait bien sûr toujours les parfums de son mari. Oui, oui, oui. Oui, L'heure bleue, c'est une chose très particulière. oui. Il faut imaginer ce que ça représente, cette heure bleue. Vous pouvez nous décrire, c'est difficile de décrire un parfum à la radio. C'est très difficile parce qu'il est à la fois très chaste et très sensuel en fait. Il est vraiment lui aussi un paradoxe. Et il est typique de cette belle époque qui s'étiole, de ces femmes qui sont des lianes, qui sont déjà des inspiratrices avant d'être vraiment libérées comme les garçons. Et puis, ce que disent les parfumeurs, c'est que c'est un parfum, c'est une architecture extraordinaire, comme un château de cartes. Si vous enlevez un ingrédient, un gramme, si vous voulez, tout s'effondre. Et c'est un chef-d'œuvre olfactif. Alors, il a eu le génie de ne pas refuser les nouveaux composants, ça c'est Oui. très important, parce qu'après tout il aurait pu rester très fidèle, étant le patron de la maison par excellence, il aurait pu refuser tout. Là il a accepté en quelque sorte de se faire au goût du temps, Oui. mais en y apportant sa touche et en conservant un très haut niveau d'exigence, c'est ça en fait. Toujours. En fait, il a vraiment reçu les leçons familiales de son oncle Aimé, qui a été celui qui a passé en fait les parfums Guerlain dans la modernité, avec, on parle toujours de Jiki en 1889, qui a vraiment marqué puisqu'il était le parfum de l'exposition universelle. Mais avant Jiki, Aimé Guerlain utilisait déjà ces notes de synthèse qui étaient si décriées, notamment en 1873 avec le Pao Rosa, qui est une merveilleuse eau de Cologne très florale et qui utilisait donc les notes de synthèse. Alors Aimé Guerlain n'osait pas l'avouer, donc il disait qu'il utilisait des tuteurs invisibles. Et c'est lui qui va enseigner, si vous voulez, à Jacques Guerlain cette subtile alliance entre le naturel et la synthèse qui fait naître l'art du parfum. En fait, de ces notes artificielles est né vraiment l'art du parfum. Et Jacques, comme il est dans une période d'ébullition artistique, c'est l'époque, quand même, comme disait Paul Morand, cette aube exterminatrice du siècle nouveau. Donc forcément, il adopte cette tendance et avec cet art si bien maîtrisé en fait des odeurs. Paul Morand a écrit un ouvrage qui s'appelle 1900 justement, que vous citez, qui est une véritable ode à cette époque et à cette période de, on peut dire, d'efflorescence générale. Et d'effervescence. Et d'effervescence à la fois. Alors, bien sûr que le parfum, c'est d'abord une fragrance, incontestablement. Ce sont tous les souvenirs que ça nous rappelle. On va y venir dans un instant, bien sûr. Et puis, c'est aussi un emballage. Alors, il y a la couleur elle-même et la brillance. Et puis, il y a l'emballage, c'est-à-dire il y a le flacon. Et au-delà du flacon, il y a les boîtes et les étuis, pardon. Et puis, au-delà des étuis, il y a le nom. Il faut voir les noms des créations de Jacques Guerlain. Ambre, Tsaokao, je le disais, Fleur qui meurt, Mouchoir de monsieur, Voilette de madame, Après l'ondée, tellement joli ça, 1906, parfum. Après l'ondée, Chypre de Paris, Cadine, L'heure bleue. Donc, bien entendu, Mitsuko, Guerlinade, Chalimard, Cuir de Russie, appelé à un énorme succès, Coque d'or. Il y a aussi un certain génie du style, un génie poétique d'une certaine manière. Ah, tout à fait. Liu également, de Guerlain en 1929. Jacques Guerlain était un artiste qui côtoyait les artistes. Donc il était ami des peintres, des écrivains, etc. Et c'est un fou aussi d'opéra. Donc il a un éclectisme, si vous voulez, artistique et culturel, qui nourrit du début jusqu'à la fin, comme vous le dites, ses parfums. Donc ça va du nom jusqu'à l'écrin, où tout est inspiré. Et les parfums Guerlain sont des parfums très narratifs, très littéraires. Ça raconte toujours une histoire. Jean-Paul, de ce point de vue-là, s'est inscrit exactement dans les traces de son grand-père. Bien sûr, parce qu'il y a cette transmission, en fait, familiale, du talent, du savoir. Et un parfum Guerlain se construit aussi par toute cette filiation. Et c'est pour ça que Jean-Paul s'est trouvé, lui, un fils spirituel en la personne de Thierry Vasseur, qui est l'actuel parfumeur.
Et on a l'impression d'une forme de lignée comme Oui. ça. Alors, si vous voulez bien la lignée maintenant, nous allons la remonter. Oui. Nous allons partir à la rencontre d'Aimé, etc. et de ses propres ancêtres. Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. France. Au cœur de l'histoire, sur Europe 1. Initial Bibi avec Gainsbourg et cette essence de Guerlain, elle ne porte que ça la nuit. D'ailleurs, vous êtes très nombreux à porter du Guerlain parce que vous nous envoyez des photos de vos flacons, donc continuez. Merci beaucoup à Teresa qui nous envoie cette photo sur Twitter, entre autres avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand, vous recevez Elisabeth de Fédot, elle est historienne spécialiste des parfums. On parle de la saga Guerlain. Il y a de nombreux messages cet après-midi. Oui, et Gérard notamment nous dit qu'il a eu la chance de travailler dans une verrerie qui justement fabriquait les flacons pour cette maison. Et j'ai la chance d'avoir chez moi un flacon abeille à mes initiales, dit Gérard. Ça, c'est le must. Il y a évidemment toute une mythologie autour de ces très grandes marques. Il n'y a pas que Guerlain, bien entendu, Bien mais sûr. c'est la parfumerie parisienne d'une certaine manière et qui s'exporte actuellement encore dans le monde entier. Hein. Qui s'exporte, tout à fait, et à cette époque-là, qui se côtoient d'ailleurs toujours, mais c'est ça qui est assez fantastique, c'est de voir autour de la famille Guerlain tous ses confrères, en fait, qui étaient des amis aussi de la famille. Alors, plutôt que de remonter et de faire un travail je dirais, à l'envers, à rebrousse-poil, je vous propose de partir à la rencontre du fondateur de la dynastie, de ce Pierre-François Pascal, qui était né à la toute fin du XVIIIe siècle, qui a grandi donc en Picardie, à Abbeville, et qui annonce à ses épiciers de parents que lui, c'est le nez qui l'intéresse. Oui, absolument. Alors, le père, en fait, il était potier d'étain, chandelier et marchand d'épices. Il a dû faire une bien jolie boutique entre nous, soit dit. C'était une bien jolie boutique, c'était un commerce prospère, c'était des artisans qui vivaient bien. D'ailleurs, on le voit même avant lui, ses ancêtres sont des bourgeois, on va pas dire aisés, mais confortables. Et lui, le petit Pierre-François Pascal, c'est un enfant turbulent qui a envie d'autre chose, qui a envie de pousser les horizons de sa ville natale, et il va demander donc d'être émancipé. Et je pense que les épices, certainement, ont dû lui faire le nez. Pour nos plus jeunes auditeurs, il faut dire ce que c'est qu'être émancipé. Ça veut dire être autorisé légalement par l'État à être considéré comme majeur alors qu'on n'a pas encore l'âge, en fait. Exactement. Il avait que 19 ans à l'époque. C'est ça. Et les épices ont dû lui former le nez, mais aussi, vous savez, les épices, ça venait de partout dans le monde, ça venait de très loin. Et donc, c'est ça aussi qui fait voyager l'imagination. Et lui, il a envie de voyage. Donc, il va se faire embaucher par une des grandes maisons de parfumerie de l'époque, qui était la maison Briard. Et il parcourt les routes d'Europe. C'est un commis voyageur. Absolument. C'est ce qu'on appelait placier en fantaisie. Un placier en fantaisie, c'est pas beau, ça. Enfin, un joli titre de roman, le placier en fantaisie. Et il va parcourir l'Europe. Alors, c'est assez amusant parce qu'on voit déjà le personnage. Avec sa marmotte, comme on dit. Exactement. Et alors, quand ses souliers sont pas trop usés, il marche à pied pour économiser ses sous. Quand il a un petit peu plus d'argent devant lui, il prend la diligence. Mais il compte le moindre centime pour aller plus loin. Et on a l'impression que ce qui va créer le déclic sur un plan commercial, parce que pour ce qui est du talent dans le domaine des parfums, il l'a depuis longtemps, c'est son voyage en Angleterre. Oui. Là, il découvre ce que c'est que le commerce avec un grand C, si je puis dire. Oui, alors en Angleterre, c'est important parce que après la Révolution française, la parfumerie française a quand même décliné. Oui, il y avait les guerres révolutionnaires, puis ensuite toute cette période un petit peu difficile. Donc c'est les Anglais qui dominaient le monde en matière de parfum. Et c'est là où il fallait aller se former, notamment pour tout ce qui était savonnerie. Puis les Anglais avaient aussi beaucoup d'avancées en matière d'hygiène. Donc il va là-bas et il va découvrir donc tout ce savoir-faire, et il reviendra en France en étant importateur de produits anglais qui sont très à la mode. Et il y a une phrase aussi qui est très importante dans sa correspondance. Il est encore placier en fantaisie chez Briard, et il raconte cette scène où il se fait gentiment renvoyer par un client, puis il y revient, et puis finit par décrocher la commande, et il dit à son patron, vous comprenez, j'avais trop soif de commission. Et ça, je trouve ça formidable, parce que c'est vraiment cette rage, si vous voulez, d'y arriver. Il fallait bien qu'il vive, le Voilà, pauvre, il fallait qu'il y arrive. Ouais.
Alors Briard va subir mauvaise fortune, Ben et oui. c'est au moment où périclite cette Oui. grande maison que on voit notre jeune Guerlain ouvrir la sienne. en fait. Exactement. Et là aussi, c'est amusant parce que quand il rentre à Paris, Briard cherche à le convoquer. Et puis, il se dérobe, lui, il n'y va pas. Et malheureusement, pour Briard, il fait faillite de façon retentissante. Et au contraire, Pierre-François Pascal Guerlain va ouvrir sa boutique. On est en 1828 à Paris. Et très curieusement, le catalogue Briard devient un peu le catalogue Guerlain. Eh oui, Voilà. il y a passage de relais d'une certaine Oui. manière. Il faut dire qu'il les connaissait par cœur, les produits, et pour cause. Mais alors Oui. lui, il va avoir l'idée de les faire évoluer, et notamment, il va proposer à Madame Tout-le-Monde, alors j'allais dire Madame Tout-le-Monde, il faut quand même avoir de gros moyens, bien Oui. sûr, mais il va proposer aux clientes, aux clients d'une façon générale, de leur faire des parfums sur mesure, exactement Oui. comme on faisait autrefois pour les Absolument. rois et les princes. Oui. Sauf qu'avant la Révolution, c'était réservé aux princes. Là, Absolument. maintenant, si vous avez les moyens, vous pouvez, en fait. Ça, Exactement. Il va jouer sur les deux tableaux. D'un côté, il s'inscrit dans la tradition, lui le nouveau venu, parce qu'en fait, il n'est absolument pas le fils d'eux, hein, il est Non, non, complètement là, on l'a compris, ex oui, bien nihilo. sûr. Et il va devenir ce parfumeur sur mesure, donc il se met des lettres de noblesse. Et en même temps, il va jouer sur la modernité Alors, avec voilà. cette caution scientifique et médicale. Et là, il se met de temps en temps, il s'intitule médecin chimiste, pour donner cette caution scientifique et donc introduire en France des produits cosmétiques anglais. Un peu magique, il faut Un bien peu le dire. En magique. tout cas chimique, ça c'est Oui, sûr. oui, avec ce côté, on l'appelle d'ailleurs le maître, en fait, maître Guerlain. Il distribue pratiquement des ordonnances et il va faire la beauté des femmes par des cosmétiques très médicalement approuvés. Ça c'est très important parce que il y avait quand même auparavant toute une charlatanerie de la parfumerie. Hein. Vous savez, on a cette scène dans le pot d'âne avec Oui, bien sûr. Catherine Deneuve, où pour avoir le doigt fin, vous avez ces marchands en fait qui vous vendaient des tas de produits miracles qui étaient surtout dévastateurs pour la peau. Donc là, au contraire, Pierre-François Pascal Guerlain, il veut mettre d'emblée ce sérieux scientifique dans sa boutique. Eh oui, mais ça c'est une révolution. Aujourd'hui, ça nous paraît quasiment naturel puisque tous les grands parfumeurs font ça. Oui, À l'époque, c'est une invention totale. Et puis, oui, on se dit que cet homme-là possède des secrets que la science lui a transmis. Dans le Paris de Louis-Philippe, écrivez-vous, ne murmure-t-on pas que Guerlain serait capable de créer une odeur inédite qui ne vibrerait que l'espace d'un soir? et oui, c'est comme ça qu'il est le parfumeur sur mesure pour les personnalités, mais aussi pour les scènes de théâtre, pour les bals, où il devient vraiment ce magicien des odeurs, et puis il se fait adouber par toute cette haute société cosmopolite. Et parmi, on appellerait aujourd'hui trendsetter, il y a ce fameux Milor Larsouille, Eh hein, voilà, Lord par exemple, Seymour, oui, bien sûr. qui est cet élégant dandy qui va finalement lancer sa réputation. Alors évidemment, on ne peut pas imaginer un grand parfumeur qui n'est néanmoins la plus prestigieuse des clientes. Et en l'occurrence, il va travailler pour l'impératrice Eugénie, qui, dit-on, adorait la violette, elle, je crois, hein, si je ne m'abuse. Alors oui, elle aimait beaucoup les parfums violettes, le patchouli aussi, grande odeur de l'époque. Et là, pour lui, c'est son coup de chance. Formidable, parce qu'il va lui offrir une eau de Cologne. Elle est espagnole, d'origine, donc les eaux de Cologne, comme en Italie, sont très prisées dans ces pays chauds. Et l'impératrice aime beaucoup cette senteur espéridée, fraîche, à base de bergamote, de lavande. Et donc Guerlain, très habilement, qui avait déjà cette eau de Cologne dans son catalogue, va le lui offrir dans un flacon estampillé Empire. Et Donc un flacon qui est un voilà le flacon, fameux flacon abeille. hein. voilà, qui date de 1853, qui est en plus un flacon historique dans la parfumerie, puisque c'est le premier flacon semi-manufacturé, donc qui a été fabriqué chez Pochet à base d'un moule, mais qui était, Donc on peut faire une série. mais qui était également redoré à leur fin, 69 abeilles, en hommage donc à l'Empire. Et ça va devenir une sorte de talisman, ce Oui. flacon. Hein, ce flacon Oui, un flacon abeille. très emblématique, Bien qui sûr. reprend la forme du dôme de la colonne Vendôme, qui avait été érigée à la gloire de l'armée impériale. Donc on peut dire désormais que la réputation de Monsieur Guerlain est faite, sauf Oui. qu'il est devenu un vieux monsieur entre-temps, parce que on a parcouru les deux restaurations, la monarchie de Juillet, la seconde, Oui. la Deuxième République, le Second Empire, et il est grand temps pour lui de passer le relais. Ça tombe bien, il a justement la relève qui est là et qui piaffe déjà d'impatience. Europe 1, au cœur de l'histoire. Revient dans un instant. Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire de la famille Guerlain cet après-midi sur Europe 1 avec votre invitée, Franck Elisabeth de Fédot, qui est spécialiste de l'histoire des parfums. Alors je parlais de la relève de Jacques Guerlain, Aimé et Gabriel. Il les a formés en fait. Oui, tout à fait, il les forme. Alors,
le fondateur, c'est un vrai patriarche. Donc c'est lui qui a finalement mis tout l'esprit dans la famille. Donc il va les former. Il a 2 fils, ça tombe bien en même temps. Voilà, il a eu 5 enfants, mais il a eu beaucoup de drames, beaucoup d'enfants qui meurent. Et la particularité aussi, c'est que il faut être formé à toutes les tâches de l'entreprise. Donc ils vont s'essayer l'un et l'autre à la création, mais aussi à la gestion des affaires, pour être interchangeables. Et tout naturellement, bien sûr, le partage se fait, c'est-à-dire qu'Aimé va davantage aller vers la création, même s'il est quand même président du syndicat national de la parfumerie, même s'il va aussi diriger les affaires et notamment l'installation de la grande usine Guerlain à Colombes, mais son frère, lui, donc Gabriel, sera beaucoup plus l'homme d'affaires de la famille. Mais ça c'est bien, en fait ils se sont parfaitement répartis les rôles. Oui. Il y a celui qui cherche de nouvelles parts de marché, voilà. Et puis celui qui continue l'invention avec quand même quelques belles trouvailles là pour le coup. Alors voilà, lui, Aimé, il épouse la modernité, et la modernité, ce sont ces notes de synthèse qui créent une véritable querelle des anciens et des modernes au sein de la parfumerie. Il faut expliquer, parce que là encore, il faut être un peu au fait de l'histoire de la parfumerie pour comprendre. Oui. C'est que du jour au lendemain, quasiment, on va dire en l'espace d'une belle décennie, oui. La plupart des composants des grands parfums, de purement naturels, sont devenus chimiques, ce qu'on appelle la synthèse. Voilà, c'est l'application de la chimie organique à la parfumerie, qui d'ailleurs avait été pressenti dès la fin du XVIIIe siècle, parce que notamment quand j'avais travaillé sur le parfumeur de Marie-Antoinette, Jean-Louis Fargeon, qui était un ami des chimistes, déjà il le pressentait, il disait, amusant, c'était incroyable, un siècle avant, il avait dit les plus grands progrès dans la parfumerie viendront de la chimie. Bon, là-dessus, il y a eu cet arrêt aussi du progrès avec notamment toutes ces, la révolution, etc., et repris donc ces progrès dans la parfumerie avec ces premières applications de la chimie organique à l'art de la parfumerie. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a à peu près 50 ans qui s'écoulent entre la découverte d'une molécule et son application à la parfumerie. Et Aimé Guerlain va être un défenseur, en fait, si vous voulez, de cette nouveauté, de cette révolution en parfumerie, alors que tout le reste pratiquement de la profession, héritier de l'Ancien Régime, est contre, refuse. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, ils sont les représentants de leur époque. Absolument. On a vu à quel point Pierre, donc le fondateur, avait créé sa boutique au moment de l'explosion du commerce et du grand commerce, soit Monarchie de Juillet, enfin bon. Ensuite, on voit Aimé et Gabriel développer les produits de synthèse au moment de l'industrialisation. C'est les années 1880-90. Et donc, ils se battent non seulement contre la profession, mais ils vont se battre également contre les médecins, qui déclare très sérieusement que toutes les femmes vont devenir stériles. Bon, on s'est rendu compte que finalement, c'était pas le cas. Mais aussi contre le patriotisme, parce que utiliser la chimie organique, c'est finalement utiliser la camelote des Boches, comme on disait à l'époque. On est après 1870. Parce que la grande chimie, elle est allemande, forcément. Elle est allemande, et il y a ce combat en permanence entre la France et l'Allemagne. Donc, ils se battent et ils imposent finalement cette modernité en marche en 1889 avec Djiky. La même année, c'est la Tour Eiffel, qui est cette modernité architecturale également en fer. Je vous ai cité tout à l'heure, évoquant Proust, Elisabeth de Feydeau. Il y a quelque chose de très profond dans cette olfaction. C'est le sens le plus primitif de tous ceux que nous ayons et qui nous ramène systématiquement à des émotions très fortes. Vous sentez à 40 ans d'écart une odeur que vous n'aviez plus sentie, d'un seul coup vous êtes de retour dans votre enfance. Eh bien, c'est votre cerveau limbique qui se réveille immédiatement puisque l'odorat est relié directement à cette partie archaïque en fait du cerveau. Ça doit être ce qui rend les parfums tellement comment dirais-je, personnel. Et puis personnel. C'est une signature d'une certaine manière. Tout à fait. Giono avait une très jolie citation. Il dit que le parfum, c'est l'odeur plus l'homme. C'est jamais qu'une odeur, c'est une rencontre. Et oui, bien sûr. Sur la peau. Le roman des Guerlain, parfumeur de Paris. Alors d'ailleurs, ça m'a beaucoup amusé. C'est un jeu de mots d'une certaine manière. On dit toujours parfumeur à Paris, bien sûr. Oui, mais ça, c'est très commercial. Voilà. Alors là, justement, vous dites parfumeur de Paris. Ils sont, d'après vous, la quintessence même. Ils sont l'essence du parfum parisien. C'est l'esprit parisien. C'est l'esprit parisien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Guerlain a lancé sa petite robe noire, qui est la robe de la parisienne. Donc, il y a ce côté très parisien.
En fait, nous sommes capables, à travers cette maison et un certain nombre d'autres grandes enseignes, nous sommes capables d'exporter dans le monde entier une certaine image, un certain esprit, en quelque sorte, une classe. C'est ça aussi. Une élégance. Ce que les étrangers appellent la French touch. Et c'est vrai que c'est très symbolique. Enfin, Guerlain, la famille, est très symbolique de cette élégance. Il y a combien de grandes maisons comme ça qui peuvent s'appuyer sur une véritable tradition et qui s'enracinent, si je puis dire, dans l'histoire commerciale française? Heureusement, il y en a encore beaucoup. Quelques-unes, oui. Guerlain est une des plus anciennes, même si aujourd'hui renaissent des maisons contemporaines de Guerlain dans la niche. Vous savez, cette parfumerie alternative, aujourd'hui, on assiste à la renaissance de Gelée Frères, de Legrand Oryza, qui sont toutes ces maisons anciennes qui avaient totalement disparu, mais plus près de nous, les maisons comme Chanel, Dior, Lanvin, Patou, Schiaparelli sont des merveilleux témoins en fait de cette élégance française. Merci beaucoup Elisabeth de Fédot. Merci Franck. Et le moment est venu de retrouver Raphaël Enthoven. Bonjour Raphaël. Merci Franck et bonjour à vous. C'est des jeux vidéo que nous allons vous parler aujourd'hui en compagnie de Jean Z, commissaire de l'exposition Game, le jeu vidéo à travers le temps qui vient d'ouvrir à la Fondation EDF et qui se tient jusqu'au 27 août de cette année. Merci beaucoup Raphaël. Eh bien je vous donne rendez-vous lundi à 14h au cœur de l'histoire.